Monsieur le Président de la Confédération, Excellences, Mesdames, Messieurs les invités, cher public, bonsoir et bienvenue dans ces murs. Cher Conseil fédéral Johann Schneider-Ammann, une spéciale bienvenue dans la Genève internationale et au Graduate Institute. Au nom de notre hôte de ce soir, l'IHEID, représenté par son directeur Philippe Burin, du Forum suisse de politique internationale et de son président, l'ambassadeur Bertrand Louis, ainsi que du club diplomatique, soutenu par la Fondation de Genève, et dont le président Yvon Pictet est malheureusement absent à l'étranger, mais il est représenté par le vice-président Guillaume Pictet. Au nom de tous ces partenaires, je vous accueille très chaleureusement d'être dans cette salle qui se réjouit beaucoup de vous écouter et de dialoguer avec vous. Je salue également spécialement le directeur général de l'ONU à Genève, M. Michael Müller, qui contribue tant au rayonnement de Genève dans le monde et qui s'investit énormément pour son solide ancrage et sa pérennité dans le système des Nations Unies at large. Je profite aussi pour saluer notre fidèle ambassadeur Valentin Zellweger, qui contribue aussi à cette tâche. Et les deux apprécient votre présence ici à Genève comme un signe tangible de vos propres attachements à la Genève internationale. Monsieur le Président, je me permets de vous dire que vous tombez à pic. En effet, au cours de ces 2 dernières décennies, la Suisse a su tirer son épingle du jeu dans la libéralisation du commerce mondial. Mais aujourd'hui, la globalisation marque le pas et semble un petit peu s'essouffler. Le oui suisse du 9 février 2014 à l'initiative contre l'immigration de masse a été un des symptômes du repli. Et depuis, le Brexit et l'arrivée d'un nouveau président des États-Unis démontre que le libre-échange suscite la suspicion, voire même la peur, des électeurs dans des pays qui étaient jusqu'à présent champions du libéralisme économique. Nous nous réjouissons d'autant plus d'écouter votre analyse sur la situation du commerce mondial et les options de la Suisse, car durant votre année présidentielle, mais également comme ministre de l'économie depuis 2010, vos contacts internationaux ont été intenses et multiples. Votre sensibilité est particulière, car avant de rejoindre le gouvernement en 2010, et en plus de votre mandat de 11 ans au Conseil national sous la bannière libérale radicale, vous avez été avant tout un homme de terrain de l'économie. Ingénieur de formation, vous avez été président et administrateur délégué du groupe Ammann, une entreprise familiale de plus de 150 années, leader mondial de la fourniture de machines et services à l'industrie de la construction, avec une expertise fondamentale dans la construction routière et les infrastructures de transport. Votre engagement dans l'économie a largement dépassé le cadre strict de votre entreprise, puisque vous avez présidé pendant 12 ans l'Association de l'industrie suisse des machines, Suisse même, et vous avez assumé la vice-présidence de l'organisation faîtière Économie Suisse. Nous avons donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'honneur d'accueillir non seulement un leader politique, mais aussi un leader du monde des affaires. Vous avez accepté de vous prêter au jeu des questions et réponses. Votre exposé sera donc suivi d'une discussion avec Esther Marma-Bachy et Cédric Dupont. Esther Marma-Bachy est journaliste politique et présentatrice de la radio-télévision suisse. Après avoir présenté pendant plus de 4 ans le téléjournal ainsi que de nombreuses émissions politiques, elle est actuellement la patronne de l'émission phare Infrarouge, où elle s'est fait un nom en tant qu'animatrice extrêmement pointue et observatrice avisée de la politique suisse et internationale. Le professeur Cédric Dupont est membre du corps enseignant de l'Institut depuis 1995. Ses domaines de recherche portent notamment sur l'économie politique internationale, l'intégration régionale et la politique économique extérieure. Aujourd'hui, il se penche plus particulièrement sur la coordination des réponses nationales aux crises économiques mondiales, ainsi que sur les facteurs influençant l'agenda de la négociation commerciale de l'Union
européenne. Nous avons là donc un expert privilégié de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde économique. Merci à tous deux de vous être mis à disposition pour ce dialogue avec le président de la Confédération. Enfin, il y aura les questions du public, un public averti et informé. Et je salue ici tout particulièrement tous les étudiants présents ici en les invitant à poser leurs questions en français ou en anglais à notre invité de ce soir. Voilà pour le menu de la soirée, Monsieur le Président. Je vous cède la parole. Johann Schneider-Ammann, président de la Confédération suisse. Monsieur le Président, cher Raymond, Monsieur le Directeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Avant de commencer, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour votre ancien président, Monsieur Lucius Vaseja. Pendant de longues années, il a été un des principaux architectes de notre politique commerciale extérieure. Forte personnalité, d'une grande culture et d'une grande générosité, il a marqué notre diplomatie commerciale et largement contribué à la prospérité de notre pays. Et dans la situation que nous vivons actuellement, nous aurions sans doute tous souhaité entendre ce que lui aurait eu à dire. Et vous devrez vous contenter de moi. Quand j'ai choisi le titre de mon exposé, je ne pensais pas que le résultat des élections américaines lui donnerait une telle actualité. J'avais en tête les positions de campagne des candidats. NAFTA, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, qui réunit les États-Unis, le Canada et le Mexique, est selon Donald Trump, je cite, « la plus mauvaise affaire que les États-Unis n'ont jamais faite ». Et le partenariat transpacifique, le fameux TPP, négocié par l'administration Obama et mené un viol du pays. En quelques semaines, Donald Trump a fait exploser l'orthodoxie libre-échangiste des républicains. Hillary Clinton n'était pas en reste. Elle a aussi remis en question le TPP. Elle s'était déjà distancée de NAFTA lors de sa campagne 2008. NAFTA n'a pas tenu ses promesses, avait-elle lancé. Bref, quelle qu'aurait été l'issue de l'élection présidentielle américaine, le libre-échange n'avait aucune chance d'être dans le camp des vainqueurs. La victoire surprise de Trump confirme la justesse de cette stratégie électorale. Et les analystes qui n'y croyaient ou ne voulaient pas y croire se perdent toujours en conjectures. Comment n'ont-ils pas vu tous ces Américains qui couvrent leur colère, s'estimant, à tort ou à raison, victimes de la globalisation? Une impression de déjà-vu. Le phénomène était exactement le même lors du Brexit. Personne n'avait vraiment voulu croire que le Royaume-Uni, champion du libéralisme économique, allait céder aux arguments souverainistes. Soudainement, une victoire du Front national en France ne paraît plus relever de l'utopie. Rappelons aussi ces Wallons qui ont tenu en otage pendant plusieurs jours l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Nous devons bien l'admettre, en Occident, la défense économique du prêt
carré national, le retour à une sorte de grandeur ou de dignité perdue sont devenus les arguments politiques qui répondent le mieux aux frustrations de nombreux électeurs. Et en Suisse, la réalité, c'est que ces signaux d'alarme sont apparus dans notre pays il y a presque un quart de siècle déjà. Le coup de semence remonte à la fin de 1992, quand le peuple a refusé l'accession de la Suisse à l'espace économique européen. C'est vrai qu'à l'époque, la population craignait plutôt la perte de souveraineté qu'une globalisation encore trop abstraite pour la majorité des citoyens. Rappelons-nous, à l'époque, les médias et une très grande partie de l'élite économique suisse étaient à peu près aussi stupéfaits que les commentateurs américains la semaine dernière ou européens après le Brexit. La Suisse a alors réalisé que souveraineté et libre-échange entretiennent des relations complexes dont il faut tenir compte. On ne peut faire le bonheur du peuple contre son gré, il faut savoir équilibrer. Équilibrer, c'est sans doute le maître mot dans toutes les discussions bilatérales que la Suisse a menées par la suite avec l'Union européenne. L'adhésion du peuple était à ce prix. Nos accords bilatéraux avec l'Union européenne ont passé cette épreuve. Du moins dans un premier temps, et même si nos accords internationaux ou de libre-échange ne sont qu'exceptionnellement soumis au référendum, nous savons toujours que nous devons avoir à l'œil les intérêts de tous nos citoyens et tout particulièrement ceux de nos agriculteurs. De douloureuses piqûres de rappel sont à tout moment possibles, comme par exemple lors de la votation du 9 février 2014, pour la première fois, le peuple suisse a par son scrutin remis en cause un accord sur lequel il a déjà voté, exigeant des adaptations. La crise de 2008 est passée par là. Elle a malmené la confiance du public dans les décideurs et le libéralisme. C'est indéniable, la globalisation contribue à la croissance économique, mais de larges pans de la population reste sceptique sur ce qu'elle leur apporte personnellement. Ils se sentent menacés par la concurrence des travailleurs étrangers et, faute parfois de flexibilité et de formation adéquate, ils se sentent exclus de la prospérité promise. Ils sont en outre désécurisés par la rapide transformation de leur environnement social, économique et technologique. Par exemple, par la digitalisation. La numérisation de l'économie offre certainement de nouvelles chances, mais elle est aussi une nouvelle cause d'incertitude, tant pour les citoyens que pour les décideurs. À mes yeux, la conséquence la plus frappante de la numérisation et la transformation d'entreprises industrielles classiques en sociétés de services et la création de plateformes d'intégration de marchés, je parle de Airbnb, de Uber, mais aussi de Google, mais dans la plupart des pays du monde, on peine encore de prendre toute la mesure de ce que cette transformation signifie. Chance ou risque? Nous ne sommes par conséquent pas encore vraiment au clair quelles incidences concrètes le bouleversement digital aura sur les régimes du commerce mondial.
Cela incite beaucoup de pays à l'attentisme. On veut encore voir les contours se préciser avant de s'engager. Les débats virulents autour d'Uber et de Airbnb illustrent ces incertitudes. Mais le débat est en cours et notre prochain rapport sur la politique économique extérieure s'engagera dans cette réflexion. Je suis persuadé que nous ferons en temps voulu les bons choix. Enfin, afin que ceci soit aussi dit, il est évident que le retour à une lecture géopolitique du monde que certains pays préconisent, je pense évidemment à la Russie, n'est pas favorable au développement de relations économiques apaisées. Et les sanctions ne sont évidemment qu'un aspect de la question. Ce qui est mis à mal, c'est la confiance entre nations. Et je passe sur les conflits armés qui déstabilisent les équilibres économiques de régions entières. Mesdames et messieurs, dans ce contexte très difficile, chaque pays doit trouver sa voie. La Suisse va poursuivre la sienne, car pour notre pays, le protectionnisme n'est pas une option. C'est bien connu, nous gagnons 1 franc sur 2 à l'étranger. Oui, certains pays comme les États-Unis, la Russie, l'Inde, ou voire même la Chine, pourraient éventuellement envisager cette possibilité parce qu'ils disposent d'un vaste marché intérieur. La Suisse, par contre, ne pourra défendre sa prospérité que si elle reste fidèle au libre-échange. Pour notre économie d'exportation, l'accès à moindres frais aux marchés mondiaux est une question de survie. Ceci d'autant plus en ces temps de francs forts que les incertitudes du moment risquent de renforcer encore. Et quand je dis que nous devons rester fidèles au libre-échange, cela comprend aussi l'ouverture à la libre circulation des personnes. Nous avons une industrie de pointe. Elle est condamnée à l'innovation si elle veut maintenir sa place dans le monde. Et cela exige les meilleurs spécialistes. Nous en formons beaucoup, nous en formerons encore, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons préserver la possibilité pour nos entreprises de les recruter même à l'étranger. C'est le sens des efforts du Conseil fédéral depuis le 9 février 2014, piloter l'immigration, mais préserver les bilatérales. Qui? C'est frais. Oui, c'est frais. Oui, c'est frais. Oui, c'est vraiment frais. Désormais, c'est la solution du Parlement qui passe par la préférence indigène qui est au centre de l'attention. Le Conseil fédéral ne s'immisce à ce stade pas dans les travaux de l'Assemblée fédérale, institution politique suprême du pays, sous réserve des droits du peuple. Certains estiment désormais que le Conseil fédéral n'a pas su remplir sa mission. Mais ce que nous devons applaudir ici, une fois de plus, c'est le génie des institutions politiques suisses. Chacune joue son rôle et ensemble, elles contribuent à dégager une voie pour résoudre des questions graves et complexes. Oui, ce sont des compromis, mais la pureté idéologique débouche rarement sur des solutions viables. Alors, attendons de voir quelle sera la proposition finale à l'issue des débats qui devra rester compatible à la fois avec l'accord sur la libre circulation des personnes et notre Constitution. Mais nous ne devons pas seulement préserver. En dépit des vents contraires, nous devons continuer à développer notre réseau d'accords de libre-échange
et les signes ne sont pas si défavorables que cela. Notre accord avec la Chine est un formidable succès. Nos entreprises saisissent les nouvelles chances offertes. Les maladies de jeunesse de l'accord sont peu à peu réglées en collaboration avec nos partenaires chinois. Les premières statistiques sont bonnes et les droits de douane vont encore diminuer. Nous sommes aussi parvenus à revitaliser nos discussions dans le cadre de l'AELE avec l'Inde. Ma rencontre avec le Premier ministre Modi ce printemps, ici à Genève, très tôt du matin, a donné un coup de pouce. Nos négociateurs ont repris le contact et depuis, ces rencontres ont eu lieu sur des questions spécifiques comme la sécurité des données. À la mi-octobre, un nouveau tour de négociation a eu lieu. Nous voulons mener ces négociations à terme. J'en ai dit plusieurs fois pendant la journée ici à Genève que j'attends un résultat en ce qui concerne l'accord avec l'Inde avant la fin de l'année prochaine. Et ce qui concerne Mercosur, je parle de l'Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay et Venezuela, l'AELE a achevé des discussions exploratoires et nous disposons des éléments cadres pour décider de mandat de négociation. Nos discussions poursuivent aussi avec le Vietnam. L'AELE a soumis de nouvelles propositions au début octobre et ma secrétaire d'État a visité le pays à la même époque pour souligner notre intérêt à conclure un accord. Une nouvelle rencontre des négociateurs aura encore lieu cette année. Pour l'Indonésie, nous visons un résultat dans le courant de 2017. La question de l'huile de palme constituera un point de discussion central, tout comme c'est actuellement le cas avec la Malaisie. L'OMC bouge aussi. L'OMC bouge aussi. Lentement, mais sûrement. En 2013, l'accord sur la facilitation des échanges a été conclu. En 2015, il a été suivi par l'expansion de l'accord plurilatéral sur les technologies de l'information. Et dans le secteur agricole, une décision sur la concurrence à l'exportation a été prise. Je m'attends aussi à une conclusion des négociations sur la libéralisation du commerce des biens environnementaux. Ceux-ci contribueront à la politique environnementale, en particulier pour l'accord sur le climat de Paris. J'arrête ici cette petite revue que je pourrais prolonger. Vous voyez que des opportunités s'existent. La Suisse les saisira. Autant que possible en collaboration avec ses partenaires de l'AELE, si nécessaire bilatéralement comme cela a été le cas avec la Chine. Le fait que beaucoup de ces discussions ont lieu en Asie ne doit pas nous surprendre. C'est peut-être vraiment un signe des temps que le flambeau du libre-échange est en train de passer dans cette région du monde. Elle a gagné plus que toutes les autres en s'ouvrant au commerce international. Nous devrons aussi faire nos devoirs. Nous devons en particulier poursuivre nos efforts dans le domaine de l'agriculture. Nous devons la rendre capable de s'affirmer sur des marchés internationaux ouverts. Ici, comme dans l'industrie, une orientation sur la qualité, les spécialités et l'innovation sont des critères décisifs.
Mesdames et messieurs, la question que j'ai posée en titre « Libre-échange, déclin ou nouveau départ » trouve ainsi sa réponse. Oui, le libre-échange a reçu un coup de frein en Occident, torturé par le doute. J'ai bon espoir que ce ne sera que passager. Il faudra attendre les options concrètes que prendra la future administration Trump. De son côté, l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, ont clairement dit qu'ils resteront fidèles au libre-échange. En attendant, la Suisse doit tout faire pour être là où de nouvelles possibilités sont créées. Nos places de travail et notre prospérité en dépendent. Et surtout, les perspectives pour nos jeunes. Pour réussir, nous devons sans cesse expliquer les enjeux à notre population, accepter son jugement lorsqu'elle s'exprime et nous adapter en fonction. Nos institutions, notre culture de discussion et du compromis le permettent. Nous devons aussi poursuivre nos efforts pour entretenir notre formation, notre recherche, notre capacité d'innovation et toutes les conditions cadres qui permettent aux entreprises de prospérer. Ouverts et compétitifs, nous pouvons tirer tous les avantages du libre-échange et de la globalisation. Je suis très fier de pouvoir servir notre pays dans cet effort et je poursuivrai ce travail sans relâche. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, c'est quand même agréable d'être le ministre des Affaires économiques venant de la Suisse. Normalement, on arrive dans les discussions avec les collègues relativement vite à la question « Comment vous le faites pour seulement atteindre un taux de chômage de 3%? Comment vous le faites pour atteindre un taux d'emploi de 84%? C'est 13% au-dessus du moyen de l'OECD et c'est 20% au-dessus vis-à-vis de notre voisin à l'ouest. Et si j'essaye de terminer, j'en ai beaucoup de respect, croyez-moi, vis-à-vis de notre voisin à l'ouest. Et si ça vous intéresse, j'ai eu la chance de parler l'actuel président de la République française plusieurs fois sous 4 yeux. Je lui ai régulièrement dit que j'ai dirigé 3 entreprises produisantes dans son pays par la crise des finances 2008, 9, 10. Il m'a régulièrement demandé comment tu l'as fait. La réponse est très simple, d'une manière suisse. Et d'une manière suisse veut dire le partenariat social. Les deux parties à la même table dans une discussion qui se déroule jusqu'au moment où on a trouvé le compromis. Et avec ce compromis, on peut éviter, on peut éviter des lois. Et honnêtement dit, je suis devenu politicien, membre du Parlement et maintenant membre du gouvernement pour ne pas créer des lois et des lois et des lois. Ma recette dans les temps instables, déstabilisés comme les actuels, ma recette est très simple, combiner le partenariat social
avec la loi du travail libéral et la formation duale au niveau tertiaire et au niveau secondaire. Et si nous restons strictement avec ces principes, on a déjà presque gagné. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer directement au dialogue, puis au débat avec la salle. Donc voilà, comme vous l'a expliqué Raymond Loretan tout à l'heure avec Cédric Dupont, qui fait partie du corps enseignant de cet institut, et moi-même, nous allons poser quelques questions au président de la Confédération, et puis ensemble, on passera les questions, on passera la parole à la salle. Je crois qu'il y a quelques micros qui vont se balader. Je vais laisser Cédric poser la première question au président. Qui n'a pas de micro? Vous n'avez pas de micro, donc on vous... D'accord, donc on vous passera le micro, Monsieur le Président. Parce que l'idée, c'est de vous poser des questions et d'avoir bien sûr vos réponses. Bien, Monsieur le Président, je vais ouvrir les hostilités, si je peux utiliser ce terme-là. Je vais revenir sur le titre de votre intervention qui parle de déclin ou de renouveau de la globalisation. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser une autre question, qu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre, mais peut-être tout simplement qu'on a atteint un seuil d'intégration économique au-delà duquel les États-nations, en tout cas certains, ne veulent plus aller. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas chercher à savoir si on va décliner ou si on va augmenter, mais peut-être que c'est une histoire de constante ou d'immobilisme. Et ce seuil serait défini par le fait qu'on a atteint un niveau d'intégration économique au-delà duquel il faudrait une intégration politique et que ceci n'est simplement pas possible ou pas souhaitable. Que pensez-vous? Quelle est votre réaction? J'en ai beaucoup de compréhension pour votre thèse. Et si on essaye de quand même établir de libéralisation additionnelle, on le fait avec une, si vous voulez, une persuasion que des marchés plus ouverts offrent des valeurs ajoutées, et par les valeurs ajoutées des activités, des places de travail et de bien-être pour les individus concernés. On doit le faire soigneusement, comme tout ce qu'on fait. Pas hasardiser. On n'a malheureusement pas de mots en français pour hasardir. Ça, c'est la qualité. Ça, c'est dommage. Je peux vous dire, je m'ai énormément réjoui de vous rencontrer. L'infrarouge me dans mes os depuis que j'ai eu la chance de répondre à vos questions au studio. Oui, essayez de créer des espaces plus grands, des espaces d'activité, des espaces d'information aussi. Le plus la transparence par ces extensions, le plus on peut intégrer, le plus on peut lutter contre les abus sociaux, les abus écologiques. J'ai travaillé pendant 25 ans en Chine, commencé en 1987. À l'époque, c'était que le bicycle, le vélo. Entre-temps, c'est un État moderne.
et ils ont atteint une vie humaine pour des centaines de millions de citoyennes et citoyens. Et ça, c'est quand même pour moi une preuve que tout ce qui est ouverture des marchés, globalisation, si vous voulez, a offert de chances, au moins, comme il signifie de risques. Merci. Je crois que Esther veut que je continue sur cette lancée. Vous mentionnez dans votre discours qu'une des raisons pour lesquelles les gens peuvent souscrire au discours actuel anti-globalisation, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique ou ailleurs, c'est que les gens se sentent menacés, et notamment menacés de perdre leur emploi et de ne pas en retrouver un. Dans ce contexte-là, et que donc ça ne peut être que momentané, j'aimerais vous faire réagir au discours que j'entends d'ailleurs de tous mes collègues économistes chaque jour ici, c'est de dire que finalement, une observation qu'on a depuis 20 ans, c'est qu'on voit que certes les inégalités entre nations diminuent, mais que les inégalités de revenus à l'intérieur des nations augmentent, se creusent depuis 20 ans, ça a commencé de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est aussi le cas maintenant de ce côté-ci, alors même que la croissance était au rendez-vous. Donc, il n'y aurait pas été un problème là, c'est qu'on peut avoir de la croissance, mais on a des inégalités qui se creusent, et donc la perception, ce n'est pas seulement celui de perdre son emploi, mais qu'on va rester dans un emploi qui est sous-rémunéré par rapport peut-être à d'autres emplois, et donc qui crée cette résistance à comprendre ou à souscrire à la globalisation. Donc, d'une certaine manière, est-ce que le problème n'est pas le creusement des inégalités de revenus malgré la croissance? C'est pas si facile de répondre. Il y a tout simplement plus de pauvres aux États-Unis, si je peux me permettre. Monsieur le Président, plus de pauvres aux États-Unis, ce qui pourrait expliquer peut-être un peu le populisme, ce qui pourrait expliquer Trump, le Brexit et la libre circulation aussi, le vote du 9 février dans ce pays. Nous avons de chez nous des pauvres dans un pays qui est le plus riche du monde. Est-ce que ça, c'est une conséquence de notre politique d'ouverture, de notre politique économique envers les accords de libre-échange? J'oserais de douter. Mais c'est vrai. J'essaie de l'expliquer, de répondre en disant une petite histoire que j'ai vécue en Inde. En Inde, on m'a expliqué la politique des castes. Il y en a 27 castes principalement dans ce pays. Et les chefs d'État, pas le chef d'État, les chefs d'État, pour ne pas être plus précis, ont constaté qu'ils sont capables de vraiment faire une politique pour les 2-3 tout premiers castes. Tout le reste n'est pas dirigeable. Le reste, c'est mon mot. Mais la politique des 2-3 premières castes crée un certain saut, un certain aspiration qui offre à des centaines de millions de citoyennes et citoyens à manger. Est-ce que ça, c'est une politique doutable, ou est-ce que ça, c'est une politique qui offre quand même à des pauvres des conditions de vie plus décentes? Monsieur le Président, vous avez parlé de confiance dans votre exposé, depuis l'élection de Trump notamment, mais depuis le Brexit aussi, depuis l'accord, je le disais aussi, sur la libre circulation des personnes. On parle beaucoup de défiance. Défiance entre la base et les élites,
Est-ce que vous pensez qu'en Suisse, avec nos institutions, et notamment la démocratie directe, vous vantiez aussi l'importance de nos institutions, est-ce que vous pensez que précisément avec notre système, peut-être qu'il y a moins de défiance entre la base et les élites, qu'en demandant au peuple d'aller voter régulièrement, peut-être qu'on a une plus grande confiance entre les élites et la base? Oui, je suis totalement persuadé que nous avons une chance énorme de ne pas savoir la même défiance comme ceux que vous avez mentionnés. Pourquoi? Parce que l'individu est engagé dans notre système. Nous vivons une société milice, nous connaissons les activités dans les communes, dans les administrations des cantons, dans toutes les associations. Ça engage, ça crée de relationship, des relations, de compréhension pour l'ensemble. Et par les votations régulières tous les 3 mois, notre population est politiquement au courant, politiquement engagée. Ils ont toutes les chances, c'est unique. Et ils profitent de ces possibilités. Et pour cette raison, je n'accepterai jamais qu'on réduirait les obligations de notre population de participer dans notre intérêt en commun. Il ne faut pas toucher à la démocratie directe. Et pourtant, on a vu avec le vote du 9 février 2014 une certaine défiance s'exprimer dans les urnes, puisque tous les partis politiques, le Parlement, le Conseil fédéral étaient défavorables à l'initiative de l'UDC qui voulait limiter l'immigration de masse. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas en train peut-être de défaire précisément cette confiance entre la base et les élites en tardant à mettre en œuvre cette libre circulation qui a été stoppée, en partie en tout cas, par le vote populaire de février 2014 ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu accélérer le processus? Permettez-moi tout d'abord de dire que le Conseil fédéral a gagné avant et tout d'abord après le 9 février 14 toutes les votations populaires. Le peuple nous a suivis. Et ça veut dire que le gouvernement a quand même une certaine crédibilité. Le libre échange de circulation, la libre circulation des personnes. Merci beaucoup, c'est ma chef, ma collaboratrice personnelle, responsable pour tout ce qui est l'internationalité et tout ce qui est la langue française. La libre circulation des personnes, c'est un atout, principalement. On a augmenté maintenant le nombre des spécialistes venant des pays tiers de 1000 personnes de cette année à l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Séverine Schwan, le chef de Roche, m'a téléphoné, m'a dit, écoute, vous devez augmenter ces quotas des spécialistes des pays tiers. Si ce n'est pas faisable, nous, La Roche, nous devons penser à des lieux un peu plus loin pour investir et pour créer des laboratoires et n'importe quoi. Il m'a expliqué, un spécialiste
créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 places de travail pour un normal. Et si nous voulons offrir ici, dans ce pays, à chacune et à chacun, tout d'abord aux jeunes, une perspective veut dire une place de travail, une place d'apprentissage, il nous faut ces spécialistes parce qu'ils créent un multiple de 4, 5, 6. Et pour moi, c'est un argument pour dire soigneusement créer des marchés ouverts à tout le monde, entre guillemets, ça sert beaucoup mieux au bien-être d'une société que d'avoir peur et d'avoir les points liés. De nous isoler. Très bien. Je vous propose peut-être de passer aux questions de la salle. Je vous demanderai peut-être juste de vous présenter et puis de poser des questions. C'est vrai que parfois, dans des assemblées, il y a des gens qui font plutôt des remarques, des commentaires, qui nous expliquent leur vision du monde. Je vous propose peut-être de donner la parole aux jeunes pour commencer. Je ne sais pas, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Monsieur en pull gris. Bonjour, je m'appelle Yann, je suis étudiant à l'Université de Genève ici, et, en relations internationales. Et, vous êtes où? Il est là. Ici. Maintenant. Bonjour. Et il y a quelques jours, j'ai assisté à une conférence de Pascal Couchepin sur le libéralisme. Et lui, il disait que l'État, il joue toujours un rôle important aussi dans l'idéologie du libéralisme. Et maintenant, vous avez dit que pour vous, en tant que politicien, vous ne voulez pas créer des lois et des lois après des lois. Et moi, je me pose la question si les votations récentes, ils sont une critique au libéralisme ou la globalisation comme on l'a fait aujourd'hui. S'il pourrait être possible que l'État jouera un rôle plus important dans la construction de la globalisation et la direction de ceci dans le futur, ou si pour vous, ce n'est pas un choix à faire. Merci. Pascal Couchepin et moi, nous sommes du même avis. Ce que j'ai essayé de dire, moi, c'était pas on n'a pas besoin de quelques lois, de quelques règles du jeu. Ça, c'est absolument clair. Il nous faut des conditions cadres, ce qui est nécessaire. Je soutiens sans réservation. Ce qui est nice to have, c'est autre chose. Est-ce que vous savez qu'on crée semaine par semaine 140 pages A4 de prescriptions additionnelles? Nous, dans notre pays, semaine par semaine, 140 pages de plus. Et ça veut dire quoi? On doit connaître ces prescriptions, on doit les comprendre, on doit les installer, on doit les vivre, etc., etc. Et la compétitivité des entreprises, et par la compétitivité des entreprises et la compétitivité des produits qu'on doit vendre à l'extérieur deviennent plus... La compétitivité devient... moins attractif. Et pour cette raison, il nous faut maîtriser, de garder les coûts en bas. Ce que nous disons, c'est ce qui est nécessaire, ce qui est utile,
oui, ce qui est de règles pas absolument nécessaire, plutôt que non. Rester par une telle politique compétitive veut dire employer. Et je lutte pour cet simple but. J'en ai eu la chance de vivre dans des régions où on a connu du chômage à 40, à 50, à 60%, et ça c'est terrible. Ça risque toute la vie sociale d'une société. Et nous maîtrisons de ne pas y arriver par quelques recettes très simple. C'est vrai que le modèle suisse fait envie. On va poursuivre les questions. Je vous laisse distribuer la parole. Monsieur aussi lève la main, peut-être qu'on pourra lui passer le micro juste après. Si on le lui donne maintenant, ça ira un petit peu plus vite. Monsieur, je vous en prie. Merci pour la parole. Richard Mukunji, PDC Genève, Ville de Genève. Je voudrais juste poser la question par rapport au titre qui est la globalisation, déclin ou nouveau départ. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la faillite des institutions, de la gouvernance, plutôt que de la globalisation? Parce que les institutions qui sont censées gérer cette gouvernance datent d'il y a plus de 50 ans. Si on parle de l'ONU, on parle d'autres structures. Donc, c'est peut-être la réforme de ces institutions pour gérer la globalisation, qui est plutôt la globalisation en soi. Merci. Normalement, on parle des accidents. Et normalement, on ne parle pas de tout ce qui est de tout ce qui fonctionne. Et j'ai essayé de vous donner un signe particulier quand j'ai répété 3 fois l'OMC. Ça ne bouge plus. Et ça ne bouge plus à cause des 5 big elephants. Et tout le reste, les pays les plus pauvres, les pays les plus petits, payent le prix. Et ça, c'est inacceptable. L'OMC, l'ONU, ces organisations qui sont installées ici à Genève, eux, ils contribuent tous d'une manière très, très importante au bien-être du globe, de notre société mondiale. Essayons-nous de temps en temps de réaliser ce qui est bien, ce qui est normal. Et parce qu'il est normal, on ne parle plus de ces aspects. C'est beaucoup plus du positif que des cas d'accident qui sont après discutés. C'est un peu comme la presse. Et débattu Presse, par les médias, oui. Voilà, exactement. On fait la même chose, Monsieur le Président. Alors, il y avait un monsieur là, puis une dame. Un jour, on m'a fait le reproche que je passais la parole qu'aux hommes. Donc, monsieur d'abord, et puis peut-être madame, si on peut lui amener le micro, ou madame devant. Bonsoir. Et je m'appelle Carlos Naranjo, je viens du Mexique. Vous avez évoqué le NAFTA. On est très inquiet en fait pour cette situation et avec les dernières élections des États-Unis. On a peur de perdre cette dynamique du NAFTA. Je me rappelle que quand je suis arrivé en Suisse 20 ans en arrière, on avait un échange commercial de 50 milliards avec les États-Unis. Aujourd'hui, il arrive presque à 400 milliards.
Et ça nous a donné un avantage énorme pour créer des différents secteurs de développement. Actuellement, le Mexique, il représente un pays où on peut faire de la high-tech, comme on fait aussi des technologies de l'aviation. Enfin, on apporte de tout ça. Et vous avez fait une visite récente au Mexique et mon président, il était très impressionné par ce programme de formation duale. Et je me demandais en fait si dans certains pays comme les États-Unis justement et puis l'Angleterre, il ne manquait pas cette formation duale, dans le sens qu'aujourd'hui on voit éventuellement un nouvel mouvement ludiste, comme l'ancien mouvement au début du 19e siècle qui cassait les machines textiles par exemple, et pour préserver son style de vie. Et je me demandais si jamais dans cette population américaine, éventuellement, il manquait un petit peu de formation pour les nouvelles choses, pour la nouvelle économie, pour la nouvelle révolution industrielle. Oui, la formation duale est un produit d'exportation d'une très grande valeur, d'une très grande valeur et d'un très grand intérêt dans presque tous les pays mondiaux. Et ça vient de retour à une constatation du président de la Banque mondiale qui a résumé l'entretien des ministres en disant: écoutez, mes chers collègues autour du monde, il y en a 2 pays qui connaissent un système de formation. Ça doit être très spécifique. Au moins, ils n'ont pas le chômage que nous connaissons normalement. Ce sont l'Allemagne et la Suisse. Allez-y. Et nous étions très, très fiers, vraiment grandis dans nos chaises. Et M. Kim a fait une seule faute en mentionnant tout d'abord l'Allemagne et après la Suisse. Alors, on va continuer les questions à la salle. J'aimerais bien Excusez-moi. Vous dire quelque chose sur la dualité. Ça, c'est une question prestige social. Ça, c'est une question prestige social. Soutenez-moi en persuadant les parents et les enseignants qu'un apprentissage est quelque chose de valeur. Et de chez nous, nous maîtrisons de créer cette acceptance sociale. Dans des pays européens, je ne vais pas trop loin. C'est pas le cas. Nous, le pays avec les coûts les plus hauts, les salaires les plus hauts, la compétitivité extra, la capacité innovatrice extra, nous sommes ceux qui envoient 2 sur 3 jeunes gens par une formation professionnelle. Comment ça doit jouer? Ce que nous savons, c'est qu'ils jouent. Ils ont reçu leur formation, ils ont normalement offert une première activité. La recette fonctionne. Et j'essaie d'arriver avec un petit joke de nouveau. J'ai eu un camarade d'une grande société télévision devant moi
Et le journaliste m'a demandé, monsieur, est-ce que c'est vrai que votre fille n'a fait qu'un apprentissage? J'ai répondu oui, ma fille a fait une telle formation, elle est devenue professionnelle au sport, etc., etc. Et je suis fier de ma fille. Et il a répondu, toujours devant la caméra, Monsieur le ministre, si vous étiez compatriote de mon pays, vous n'avez jamais été accepté dans notre cabinet parce que vous n'avez pas maîtrisé d'offrir à votre fille une formation académique. J'ai salué en disant merci beaucoup. Je reste un papa très fier et je m'engage avec toutes mes forces pour la formation professionnelle. Nous n'avons pas de chômage des jeunes et vous avez probablement un petit problème de chez vous à la maison. Et vous avez, Monsieur le Président, je crois, dans une précédente déclaration, mais on n'ouvrira pas le débat là-dessus, vous avez même déclaré qu'il y avait peut-être trop d'universitaires dans ce pays. Mais on va pas ouvrir la discussion. Mais enfin, on va passer la parole à la salle pour encore 2 questions, mademoiselle, et puis madame devant qui lève la main depuis un petit moment. Bonsoir, Defne Gönenç, étudiante en sciences politiques. Alors, j'ai une question très facile. Comme vous savez, la Suisse a une place très spéciale dans la discussion de débat de globalisation parce que la Suisse a Genève. Alors, la vie Genève, c'est une zone neutrale et multiculturelle et tout le monde voudrait venir ici de se présenter et leur intérêt et leur voix. Mais il y a un problème très grand alors, c'est le prix. Parce que la Genève, c'est une ville très très chère. C'est pour ça que même si tout le monde voudrait venir ici, il ne peut pas venir ici. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que vous faites pour que nous puissions avoir un débat de globalisation plus juste, pour que tout le monde peut en fait venir ici. Et alors, nous pouvons avoir un débat vraiment juste. Merci. Vous avez compris, moi je ne suis pas sûre. Vous mettez en cause, mais peut-être vous avez compris, vous, Monsieur le Président. Oui, je crois que j'ai compris. Je vais vous répondre en 2 directions. Tout d'abord, vous avez la chance, si vous voulez, de vous installer au-delà de la frontière et venir travailler à Genève. Le 10 février de l'année 2014, j'ai téléphoné au ministre Sapin, qui était à l'époque le ministre du Travail à Paris. Je lui ai expliqué ce qui est arrivé par la votation du peuple. À un certain moment, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais avec mes frontaliers ?» Et je lui ai répondu « Ce ne sont pas les tiens, ce sont au moins de la même façon les miens aussi. » Ce n'est pas de réponse valable, je le sais. Mais c'est assez tard du soir. Le deuxième aspect, c'est le suivant. J'ai essayé de vous dire, il nous faut
maîtriser les coûts, réduire la bureaucratie, réduire la régulation. La régulation. Ça sonne très insympa. Pas sympa. Mais c'est la recette. Nous devons nous aider nous-mêmes. Nous devons réduire tout ce qui crée des coûts qui ne sont pas absolument nécessaires. Et c'est tellement difficile de le faire. À Berne, les politiciens de gauche à droite, toutes les directions discutent ce problème des coûts. Demandent au gouvernement de réduire les coûts, de proposer des mesures. Et en même temps où nous essayons de proposer des corrections, ils vont venir avec des nouvelles prescriptions, des nouvelles idées, des nouvelles motions et postulats. Et ça se spirale d'une direction fausse. Il nous faut la discipline et il nous faut la confiance de base. Et on a risqué la confiance du peuple par les salaires exagérés, par exemple. Ça a énormément mis à mal cette confiance avec la population. Oui. Et nous sommes encore, 10 ans plus tard, nous sommes encore en train de corriger ce qui était cassé à l'époque. Confiance de base pour ne pas créer des coûts et discipline et contribution de chacune et chacun d'entre nous à la prospérité de notre société, de notre pays. Monsieur le Président, on va passer la parole encore à Madame. Je vous en prie, Madame. Bonsoir, Frédéric Reblandry, je suis la présidente du groupement des entreprises multinationales. Monsieur Schneiderman et nous, on se connaît relativement bien parce qu'on vous remercie, Monsieur Schneiderman, vous défendez nos intérêts de manière extraordinaire. Ce petit coin de pays ici, roman, le fait aussi qu'on soit très diversifié, qu'on ait des origines très différentes et puis qu'on ne soit pas tout à fait à l'image de la Suisse allemande non plus. En fait, ma question, elle porte sur ce qui se passe un petit peu avec cette relation avec l'Europe et la manière dont on va se dirige pour mettre en place l'implémentation du 9 février, puisque vous le dites vous-même, il faut qu'on ait moins de bureaucratie, il faut qu'on reste agile, il faut qu'on puisse continuer à former des jeunes en apprentissage. Et puis dans les multinationales, nous en formons ici à Genève plusieurs centaines et nous avons même des plans pour en engager encore plus de 30% en plus ces prochaines années. Nous avons aussi beaucoup de recrutement de personnel, du personnel local, puisque les employés de nos entreprises sont des gens qui sont le reflet de l'économie. Mais le Conseil des États, maintenant, vient avec des propositions pour mettre en vigueur le 9 février, où si on veut engager quelqu'un qui ne soit pas un résident, il faudrait l'annoncer à l'Office du chômage. Ensuite, il faudrait lui faire passer 2 entretiens, puis ensuite faire encore un rapport si on ne veut pas embaucher ces personnes-là. Est-ce que ça ne vous fait pas vous réveiller la nuit? En plus de ça, c'est des propositions qui viennent de votre propre parti en matière d'administration et de complications pour les entreprises et de coûts pour les entreprises. On peut difficilement faire pire. Et est-ce que ça ne va pas à l'encontre justement du recrutement et de l'embauche de personnes? Le Parlement a décidé de trouver une solution qui sera compatible à tout ce qui s'appelle libre circulation des personnes. J'en ai eu de chez moi les présidents de la Pologne, du Portugal, beaucoup de monde venant de l'Union.
Et chacune nous a dit, écoutez les Suisses, après Brexit, il n'y a absolument pas de tolérance pour vous donner quelque chose de spécial. Vous risquez de perdre vos liens avec nous si vous exagérez avec votre nouvelle législation. Des préjudices ne sont jamais acceptés. Il nous faut discipliner l'Union. Il nous faut trouver la solution très stricte avec la Grande-Bretagne. En conséquence, vous êtes mesurés de la même façon. Ça veut dire quoi? Le Conseil aux États est en train de trouver sa solution, ajustée avec celle qui est bien connue du national. Il nous faut trouver une formulation acceptable à Bruxelles et acceptable dans les réseaux des entrepreneurs. Nous discutons de nouveau les coûts. Comme membre du gouvernement, je n'ai pas la chance de commenter le travail du Parlement. Mais croyez-moi, je n'ai pas perdu et pas oublié ce qui était ma persuasion comme entrepreneur. Autrement dit, le Conseil aux États doit vraiment travailler pour s'aligner à la version du national, et la version du national pourrait être acceptée à Bruxelles. Le 16 décembre, vote final du Parlement de la session d'hiver. On connaîtra la solution. Et je pense que nous aurons une solution compatible avec ce qui est attendu à Bruxelles. Et ça nous offrirait la chance de ratifier le protocole 3 le même jour, si vous voulez. Et ratifier le protocole 3 offrirait la chance de regagner l'association dans les programmes Horizon 2020 à 100%. Et avec ce scénario, on avait trouvé une solution raisonnable, just in time, avec le déficit qui est les quotas et les Höchstzahlen, les chiffres maximaux qui sont stipulés dans l'initiative et qui sont un élément constitutionnel entre-temps. Très bien. Et on doit remédier ce déficit dans une prochaine phase. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent, mais on va malheureusement devoir conclure. Et pour la conclusion, je vais passer le mot de la fin à Raymond Loretan. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Confédération. J'aimerais vous dire que je trouve très, très, très sympa qu'après une journée éprouvante, une ministérielle, l'AILE, etc., que vous ayez accepté de jouer le jeu ce soir avec nous et de vous exprimer en français. Et ici, j'aimerais vraiment vous exprimer notre gratitude à tous d'être venus et de nous avoir consacré autant de temps. Ce que j'apprécie...
que j'apprécie particulièrement, c'est que vous êtes resté au fond de vous-même un entrepreneur et que vous voyez le monde comme un verre à moitié plein et pas à moitié vide, et que vous avez cette vision positive du monde que nous aimerions partager avec vous, et un peu d'optimisme et de réalisme optimiste fait du bien dans un monde qu'on a l'impression qui se découd. J'aimerais ici vous remercier encore une fois, vous remettre un petit cadeau qui va vous accompagner à Berne pour adoucir vos séances du Conseil fédéral et vos collègues qui veulent créer des lois et adopter des règlements. Remercier aussi les animateurs, Esther et Cédric, qui ont animé cette discussion, et vous, le public, qui avez posé des questions, ainsi que les collaborateurs du club, du forum et de l'Institut qui nous ont permis d'organiser cette soirée. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt.